Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, nouvelle saison d'Histoire en série où on commence aujourd'hui avec, pour changer, et ça serait bien qu'on en fasse un peu plus souvent, de la sociologie. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Gwenola Ricordo. Bonjour Gwenola. Bonjour. Alors Gwenola, vous êtes professeur associé en justice criminelle à la California State University, qui se situe à Chico aux États-Unis. Vos recherches ont notamment porté sur les proches des personnes incarcérées, la sexualité et le genre en prison et les contestations du système pénal. Vos travaux récents portent sur la patrimonialisation des prisons et leur représentation dans la culture populaire. Donc vous avez aussi, par exemple, travaillé sur les migrations par le mariage des femmes philippines. Donc vous avez écrit là-dessus des articles dans la revue Genre, Sexualité et Société qu'on a mis bien sûr sur la page de présentation de l'émission sur le site histoireensérie.com. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages dont Les détenus et leurs proches, Solidarité et sentiments à l'ombre des murs, paru en 2008 chez Autrement, Pour elles toutes, femmes contre la prison, paru chez Lux en 2019, et Crimes et peines, penser l'abolitionnisme pénal chez Grévis, tout récemment en 2021. Vous avez aussi notamment coordonné plusieurs numéros de revues, notamment avec Régis Schlagdenhaufen, Champ pénal Field, donc en 2016, dans la revue Sexualité et institutions pénales. Et puis, vous avez aussi, avec Fanny Bugnon, Déviance et société en 2018, par exemple. Vous avez fait tout un travail autour de système pénal et patrimonialisation entre lieux de mémoire et tourisme carcéral. Et plus récemment, en 2020, avec Joël Charbit, toujours sur un champ pénal Field en 2020, contestation et subversion en prison. Voilà, donc je pense que les auteurs ont bien compris, Gwenola, que vous êtes une spécialiste de l'étude des prisons. Et donc aujourd'hui, on va commencer la 3e saison d'Histoire en série. On va la commencer avec une émission thématique autour des prisons dans les séries. On va se centrer autour de 2 séries, mais on va, de façon plus large, vous allez nous dire que ce phénomène carcéral, on le retrouve régulièrement. Et ma première question, c'était de vous dire, dans tout ce qui est, je vais dire, audiovisuel, voire cinéma, la prison, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, Gwenola, de la montrer. Non, effectivement, si on regarde à la fois l'histoire du cinéma, mais aussi l'histoire des prisons, ce que l'on peut dire, c'est que très tôt, en fait, il y a une histoire conjointe entre le cinéma et la prison. Alors là, je me réfère à un ouvrage magistral qui est celui d'Alison Griffiths, qui s'appelle Carceral Fantasies, où elle retrace cette histoire-là, où elle montre bien qu'il y a eu à la fois très très tôt dans les prisons des projections de films et paradoxalement parfois davantage d'accès des prisonniers au cinéma dans les premières décennies de l'histoire du cinéma. Et puis surtout, le cinéma qui s'est très tôt intéressé à la prison comme décor de films, et donc de la part de certains studios de cinéma, des formes d'échange entre la location de films, de bobines de films destinés à être projetés aux prisonniers, et puis l'utilisation du cadre carcéral pour le tournage de certains films. Et puis, lorsqu'on regarde la production cinématographique, le genre les films de prison constituent un genre en particulier du cinéma. C'est un thème récurrent, il a été traité de multiples manières. Et puis, quand on en vient à la question des séries et de la prison, là aussi, on voit qu'il y a une abondance de séries sur la prison. On peut dire que la première série qui fait date autour de la prison, c'est une série de 1979, une série australienne qui s'appelle Prisoners, c'est Block H. Mais évidemment, il y a
d'autres séries bien plus connues et sans doute bien plus emblématiques. On pense évidemment à Oz, hein, qui date de 97, Prison Break, dont on reparlera abondamment, Orange is the New Black. Enfin, bon, il y a énormément de séries sur la prison, sur les prisonniers. On verra si ces séries parlent plus de la prison que d'autres choses finalement, hein, d'amitié, de rapports sociaux, de rapports sociaux de genre notamment. Donc on est là, lorsqu'on parle de séries et de prison, face à une production extrêmement vaste et qui pose déjà la question en fait de est-ce qu'on retrouve dans les séries exactement ce que l'on voit dans les films de prison? Est-ce que ça reprend tous les codes narratifs, certains personnages stéréotypés qu'on retrouve dans le genre de films de prison? Effectivement, vous venez de dire, on a de nombreuses séries, même très récemment, hein, ces dernières années, qui traitent de la prison, avec la prison pour cadre. Après, comme vous dites, les thématiques, on va le voir dans l'émission, c'est pas forcément que la prison elle-même. On va y revenir. Je pense justement à ça, une des meilleures séries peut-être pour moi des dernières années, qui a été diffusée, je pense qu'elle est toujours disponible sur Canal+. C'est Rectify, par exemple, qui est une série, là aussi, sur l'enfermement, sur le questionnement très, très intéressant là-dessus. Et je vous renvoie les auditeurs à une émission qu'on a fait l'an dernier avec Sarah Atuel sur Rectify qui montre vraiment la profondeur de cette série qui n'est surtout pas qu'une série sur la prison elle-même. Ça, c'est très intéressant. Et puis, vous avez évoqué Orange is the New Black qui devrait être traité très bientôt cette année dans Histoire en série. Voilà, donc on voit bien, hein, effectivement, vous avez raison, la prison, ça fait travailler les showrunners. On voit bien que les thématiques intéressent et ça, c'est très, très bien. Alors aujourd'hui, peut-être Gwenola, pour centrer notre propos, on ne peut pas être exhaustif, bien sûr, comme dans toutes les émissions, sinon on passerait de nombreuses heures dessus et ce n'est pas le propos. Vous allez vous centrer sur 2 séries pour développer les thématiques que vous souhaitez aborder. La première série, on l'a déjà traitée en partie autour de l'histoire notamment dessus avec Natasha Vazdeir, c'est Le Prisonnier, mais vous allez, vous, et ça m'a vraiment intéressé fortement, apporter un regard sociologique dessus, donc c'est très intéressant. Donc Le Prisonnier avec Patrick McGowan, et puis une deuxième qu'on n'a pas encore abordée, c'est Prison Break. Alors, est-ce que peut-être, pour remettre les auditeurs j'allais dire, dans le bain, vous pourriez faire le pitch et présenter très brièvement ces 2 séries, Gwenola? Oui, alors il s'agit de 2 séries qui peuvent sembler très très éloignées, non seulement parce que Le Prisonnier, c'est une série qui a été diffusée à partir de 1967, Prison Break a été diffusée à partir de 2005, donc il y a déjà cette distance temporelle. Et puis on le verra, hein, ces séries s'opposent par pas mal d'aspects, mais pour résumer à grands traits chacune de ces séries, on peut dire que Le Prisonnier est centré autour d'un personnage qui est appelé le numéro 6 pendant toute la série, à l'exception du dernier épisode où il est appelé Monsieur, mais ça a un intérêt, cette dénomination. Ce numéro 6 se retrouve prisonnier, entre guillemets, d'un village qui a toutes les apparences d'un village normal, c'est-à-dire qu'il y a une place centrale, des boutiques, des petites maisons, et dans chaque épisode, il va chercher à s'évader de ce village et à essayer de percer le mystère de ce village. Hein, on va comprendre qu'il est enfermé dans ce village en raison de sa démission des services secrets. Et donc, chaque épisode, peut dire, se termine sur une évasion ratée du numéro 6 qui va, au fur et à mesure, essayer de percer différents secrets de ce qu'est ce village. Quels sont les autres, qui sont les autres personnages, quelles sont leurs formes de pouvoir. Et donc, on est là sur une prison métaphorique, mais on pourra y revenir. Prison Break est au contraire une série très, très réaliste qui est pour l'essentiel centrée sur des prisons états-uniennes,
au fur et à mesure des saisons, il y a d'autres systèmes pénitentiaires qui vont être le cadre de l'intrigue, notamment des prisons, enfin une prison au Panama, puis ensuite dans les dernières saisons au Moyen-Orient. Et l'intrigue centrale, c'est la tentative de Michael Scofield de faire évader son frère Lincoln. Et l'essentiel le moteur de l'histoire de Prison Break, c'est l'incarcération volontaire de Michael pour être incarcéré dans dans le même établissement que donc son frère Lincoln, et de le faire évader. Et ensuite, on suit les personnages dans leur évasion. Et donc, on a là, au contraire de la série Le Prisonnier, des prisons hyper réalistes, des prisons modernes, donc très éloignées de la prison métaphorique qui est celle de la série Le Prisonnier. Vous venez d'évoquer effectivement cette image de prison métaphorique, c'est très intéressant. J'aimerais qu'on y revienne dessus parce que, vous le dites bien, hein, on ne voit jamais Patrick McGowan dans Le Prisonnier enfermé véritablement, mais cet enfermement, mais comme vous dites très bien, métaphorique est très intéressant, je pense, à étudier. Ça, c'est très bien. Et puis, du coup, à l'opposé, j'aurais aimé que vous me parliez dans Prison Break, euh, ce qu'on pourrait appeler peut-être des fois, quand on regarde une fiction, est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que là-dessus, elle est hyper réaliste ou au contraire, hein, les showrunners peut-être prennent des largesses avec le milieu carcéral? Comment on peut évoquer cette question-là à la fois du côté figuratif et puis du réalisme dans les séries, Gwenola? C'est vrai que Prison Break essaie de rendre compte au mieux d'une réalité de la vie carcérale et des conditions de détention dans des prisons sécuritaires nord-américaines, et elle fait plutôt très bien ce travail. Hein, il y a un souci de la production, de réalisme, avec à la fois des décors qui sont ceux de la prison de Joliet, donc dans l'Illinois, qui est une prison désaffectée, qui est utilisée comme décor de cinéma, de production très régulièrement. Il y a beaucoup de... L'accent est beaucoup mis sur des détails, hein, pour rendre réaliste le tournage. Et ça a été tellement réaliste que ça a créé des soucis même aux administrations pénitentiaires, hein, aux États-Unis, qui ont parfois interdit le visionnage de la série par les prisonniers, puisque cela montrait peut-être éventuellement certaines faiblesses ou pouvait inspirer certains prisonniers. Donc, il y a ce souci de rendre compte des conditions de détention, mais aussi de rendre compte de certains parcours carcéraux, par exemple, de rendre compte de la réalité raciale de la composition de la population carcérale. Donc, il y a vraiment cette attention à une forme de réalisme, là où dans Le Prisonnier, on est sur la métaphore de la barrière, de l'enceinte extérieure, des gardiens qui sont représentés de façon métaphorique avec le rôdeur. Hein, peut-être que ça... il faut l'évoquer en quelques mots, c'est cette énorme boule blanche qui rattrape les personnes qui essaient de partir du village. Hein, c'est une représentation un petit peu étrange, mais on a là la métaphore de l'enceinte sous la forme de cette grosse boule blanche. C'est aussi votre regard sociologique, c'est aussi l'idée pour moi de vous poser la question, alors même si ces séries ne sont pas de la même époque, vous l'avez dit à l'introduction, on est dans les années 60 pour Le Prisonnier, on est dans les années 2000 pour Prison Break, mais j'aurais aimé que vous regardiez comment ça se passe au niveau des stéréotypes, et en particulier de deux stéréotypes que l'on retrouve dans les séries, ceux autour de la race et du genre. Qu'est-ce qu'on voit dans ces séries-là? Comment est-ce que ces thématiques sont abordées, Gwenola, par les showrunners?
Alors, ce qui frappe lorsque on compare ces deux séries, c'est qu'elles sont effectivement bien de leur temps, dans le sens où Le Prisonnier est une série de la fin des années 60, où on voit en fait que la question de la race enfin, il y a une forme d'aveuglement à la race, et que finalement le danger, la dangerosité est surtout représenté par, encore une fois, de façon assez métaphorique, par le bloc de l'Est, par des personnages qui sont associés au monde russe, au monde slave, alors qu'avec Prison Break, ben, on a une Amérique qui est multiraciale, et puis surtout des prisonniers qui sont en grande partie des personnes racisées. Alors, même si on peut dire que Prison Break a cette touche de réalisme en ce qui concerne la composition raciale de la population carcérale, la série n'échappe pas à un trope narratif, hein, qu'on voit aussi dans les films de prison plus généralement, qui est d'attribuer aux prisonniers des fonctions différentes dans la narration selon leur race. Et en clair, on a une division entre des prisonniers blancs qui vont être ceux qui s'évadent, mais qui en particulier vont être ceux qui vont concevoir l'évasion et qui vont être représentés comme voulant s'extirper en fait de leurs conditions de personnes détenues, alors qu'on a des personnes racisées qui vont être représentées, alors soit davantage dans des formes de futilité, par exemple très préoccupées de leur vie sexuelle, de préoccupations liées à leur corps, à la musculation, etc., ou à la sphère du plaisir et de l'immédiateté, à l'inverse de ces prisonniers blancs qui pensent au long terme, qui sont dans l'anticipation, une forme de sophistication de la pensée. Et puis donc, ces prisonniers racisés qui sont instrumentaux dans le projet d'évasion. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans le genre film de prison, et en particulier les films de prison qui parlent d'évasion. Donc, il y a à la fois, il peut y avoir assignation des personnages noirs ou africains, américains, à un personnage de sage, et en particulier de personnes âgées et sages, donnant des conseils aux personnages blancs, ou l'assignation à un personnage qui permet par sa force et donc par un aspect physique, son agilité ou d'autres compétences physiques, un outil dans l'évasion du personnage blanc. J'aurais aimé aussi maintenant aborder avec vous, avec votre regard toujours sociologique et très très intéressant là-dessus. La prison, c'est aussi le lieu de rapport de pouvoir entre les détenus, les gardiens par exemple, entre la direction de la prison et les détenus. Comment est-ce que vous regardez ça? Et puis deuxième question, l'idée de la prison, si elle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on voit très bien dans le prisonnier aussi. C'est pour ça qu'on peut qualifier le prisonnier de prison métaphorique, comme vous le dites. Cette idée de dedans et de dehors. La frontière entre les deux est toujours parfois ténue. Donc, comment est-ce que vous analysez tout ça, toute ces thématiques sociologiques à travers ces deux séries-là? Alors, c'est vrai que la sociologie de la prison s'est beaucoup intéressée et continue à débattre, hein, de ces deux frontières qui sont les frontières entre dedans et dehors, et la frontière entre gardien et gardé. Et donc, lorsqu'on est sociologue, et en particulier sociologue de la prison, forcément qu'on regarde cet aspect-là lorsque on voit des séries ou des films qui traitent du système carcéral.
ou métaphoriquement de la prison. Et ce que l'on peut dire, et ce qui me semble intéressant dans ces deux séries, c'est effectivement que ces frontières-là sont finalement beaucoup plus ténues que ce que l'on pourrait imaginer. Et finalement, ça rend assez bien compte de formes d'expérience de l'institution carcérale. En clair, ce que l'on voit dans Le Prisonnier, c'est le numéro 6, le prisonnier, qui euh, euh, passe son temps à essayer de comprendre où est la frontière avec le dehors, hein, puisque c'est une frontière qui est euh, difficilement palpable, elle est matérialisée par le rôdeur, cette grosse boule blanche qui justement se déplace, hein, et donc on n'est pas dans la figure du mur, mais au contraire une figure mouvante. Et puis il passe aussi son temps à essayer de comprendre qui sont vraiment les gardiens et est-ce que les autres villageois sont des gardiens ou des alliés des gardiens. Enfin, tout ça est extrêmement flou et ça rend compte en fait de ce que les sociologues de la prison vont appeler un phénomène d'ignorance multiple, c'est-à-dire ce que les prisonniers appellent parfois familièrement la paranoïa des prisonniers, ou cette idée que lorsqu'on passe du temps en prison, on développe forcément une forme de pensée paranoïaque, c'est-à-dire cette idée que en fait, d'être incarcéré, c'est ne pas savoir exactement sur qui on peut se reposer, à qui on peut faire confiance, et donc se mettre à douter de tout le monde et ne pas avoir un cadre de relation fiable. Alors, ça, c'est très rapidement sur le prisonnier. Et ce que l'on voit dans Prison Break, c'est, puisqu'on n'est pas là dans une prison métaphorique, mais une prison qui est bien représentée avec ses enceintes, ses gardiens qui ont des uniformes, et donc ce qui apparaît comme un environnement beaucoup plus clair et stable, c'est que finalement, lorsque les personnages réussissent à s'évader, dehors, ils se retrouvent dans un environnement qui est parfois encore plus contraignant que ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient entre quatre murs. Et reviennent souvent des phrases comme l'enfermement commence vraiment lorsque on s'évade. Alors là, je me base sur l'anglais, donc peut-être dans les versions françaises, c'est dit un petit peu différemment, où finalement cette idée que l'évasion n'est pas synonyme de liberté, hein, et que la liberté, c'est plus lié à des dispositions personnelles, hein, d'être capable d'être libre dans sa tête plutôt qu'une liberté matérielle. Je ne sais pas si c'est très clair là. Oui, effectivement, Gwenola, je comprends tout à fait. C'est très, très intéressant cette idée-là parce qu'aussi, j'allais justement venir avec vous sur la thématique de la vie dans la prison et en regardant cette idée que le manque de liberté, quelque part, c'est aussi parfois peut-être mourir à petit feu. Donc, comment est-ce qu'on ne pourrait pas dire, hein, quelque part, que la vie en prison, c'est une certaine forme de résistance là-dessus? Et ça, c'est une thématique que j'avais aussi vue avec Sarah Actuel quand on parlait justement de Rectify. L'idée après à la libération de redécouvrir la vie, de revenir à la vie parce que quelque part on a été privé de tout ça en prison. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Gwenola? Alors, c'est vrai que ce qui est bien montré, à mon avis, dans ces deux séries, c'est que les prisonniers ou le prisonnier résiste à ce qu'on appelle l'institutionnalisation ou la prisonisation, c'est-à-dire le fait de se suradapter à la vie carcérale. Hein, que ce soit le prisonnier qui
dit dès le générique, hein, et donc ça revient à chaque épisode, je ne suis pas un numéro, hein, et donc refuser d'être réduit à un numéro. Et ça, c'est évidemment poussé à l'extrême dans le refus de rester au village ou de rester dans la prison. Hein, et on voit sans arrêt dans ces deux séries des formes de refus d'être traité comme un prisonnier ou d'être traité comme un reclus, pour prendre un vocabulaire goffmanien. Et donc, les formes de résistance, elles vont être dans les deux séries illustrées de diverses manières, y compris dans les tentatives par les personnages de créer des alliances avec les autres personnes enfermées ou avec les autres reclus. Et évidemment, la résistance ultime, c'est celle de l'évasion. Cette idée, Gwenola, justement, vous le dites, c'est au cœur de Prison Break, hein. L'évasion, c'est vraiment tout ce qui fait le scénario majeur de la série. Alors, justement, comment est-ce que elle est représentée là-dessus? On a souvent, on se remémore souvent des séries plus anciennes, hein, qui montrent aussi l'évasion. Ça a été un schéma narratif majeur. Dès qu'on parle d'enfermement, bien sûr, sinon on serait peut-être dans le documentaire, mais l'évasion, c'est aussi un moyen d'apporter peut-être, en tout cas du suspense dans la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est vrai que la prison et la vie en prison ne sont pas finalement des sujets faciles, parce que la prison, de fait, ça veut dire une unité de lieu, et puis la vie carcérale est une vie marquée par la routine, hein, le fait que les journées se ressemblent. Donc, c'est en fait des sujets qui, pour le cinéma ou les séries, ne sont pas faciles à exploiter. Et l'évasion permet le suspense, permet des retournements de situation, et permet de faire de la prison un lieu d'aventure, ce qui évidemment est un peu paradoxal, puisque la prison est au contraire souvent la fin d'une aventure individuelle, hein. C'est un lieu d'immobilité. D'avoir une histoire autour d'une évasion permet d'apporter du suspense, là où la vie en prison est au contraire une vie monotone et routinière. Alors, ce qu'on peut dire lorsque on regarde les représentations de l'évasion, que ce soit dans les séries qui en traitent, comme d'ailleurs dans le cinéma et les films de prison, c'est que cette la place que prend les évasions dans les représentations de la prison laisse à penser, d'une certaine manière, que les évasions sont des événements relativement fréquents, ou pour le moins que tous les prisonniers et toutes les prisonnières ne font que penser à s'évader. Or, les évasions sont plutôt des événements rares, des événements d'ailleurs de plus en plus rares quand on regarde l'histoire de la prison. Et donc, il y a la construction à travers le cinéma et les séries d'une image des prisonniers comme étant susceptibles de s'évader, ce qui renforce cette représentation de la prison comme un lieu de mise à l'écart et devant protéger la société de ces personnes dangereuses qui seraient susceptibles d'en partir. Ce qui est également très récurrent dans les films de prison et dans les séries, et en particulier les deux séries qui nous intéressent aujourd'hui, Le Prisonnier et Prison Break, c'est qu'on a des évadés ou des futurs évadés qui ont des bonnes raisons pour s'évader. C'est-à-dire qu'ils sont
victimes d'un complot, hein, dans le cas de Prison Break, ou d'une mesure qui est injuste, dans le cas du prisonnier, hein, de forme de rétorsion suite à sa démission des services secrets. Et on n'a là pas des cas particuliers, hein, et on a donc dans les productions de films et de séries cette idée que finalement les évadés s'évadent parce qu'ils sont de bonnes personnes à qui un tort a été fait, ou alors ils s'évadent pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'ils s'évadent pour restaurer la justice ou sauver quelqu'un. Et dans Prison Break, hein, il y a non seulement l'évasion de Michael et Lincoln, les deux frères, hein, qui sont victimes d'un complot, mais les co-évadés, hein, ceux qui s'évadent avec eux, ont tous des raisons légitimes d'une certaine façon pour s'évader, que ce soit parce que l'un a sa fille qui est mourante, un autre veut rétablir la justice lorsqu'il sera dehors. Et donc, évidemment, hein, ce schéma est utilisé pour attirer la sympathie de ceux et celles qui regardent la série, hein, et pour adhérer au suspense de l'évasion qui est en train d'être construite. J'aurais aimé maintenant voir avec vous une thématique aussi très intéressante. On évoque beaucoup la prison, on évoque peut-être moins les individus qui sont dedans dans les séries, hein, qu'on aborde. Alors, j'aurais aimé peut-être voir un contre-exemple avec vous, on l'a évoqué au début de l'émission, Rectify, parce que dans cette série, on voit des choses qu'on ne voit pas dans Le Prisonnier, qu'on ne voit pas dans Prison Break. Par exemple, la place des femmes, la place de la famille, des proches, comment le prisonnier peut être stigmatisé après sa libération, tout ça. Est-ce que vous pourriez développer autour de ces thématiques-là, parce que ça fait vraiment de Rectify une série à part? Oui, je pense que c'est tout à fait exact de dire que c'est une série à part parce que d'abord, c'est une série qui parle de l'après-prison, sans utiliser le schéma narratif qui est le plus fréquent du sortant de prison qui est rappelé par ses ex-complices pour remonter sur un coup, refaire un braquage, etc. Au contraire, on a là un récit sensible de ce que fait la prison à ceux qui y sont passés. Et puis aussi, autre thème très absent du cinéma et des séries, des proches des personnes incarcérées et de fait des femmes. Pour cela, c'est aussi une série que j'affectionne particulièrement à titre personnel et d'autant plus que j'ai travaillé sur cette question des proches de personnes détenues. Et c'est vrai que Rectify est intéressant par ses personnages féminins, le fait que ces personnages féminins aient non seulement un vrai rôle et pas des rôles accessoires comme dans la plupart des productions qui évoquent la prison, hein, où les personnages de femmes, et lorsqu'il s'agit d'évasion, on voit surtout des femmes qui sont là comme des raisons pour lesquelles les prisonniers s'évadent ou qui vont être des obstacles à l'évasion des prisonniers. Là, on a dans Rectify à la fois, enfin pour l'essentiel, hein, la mère de Daniel, donc, qui est le personnage principal de la série. On a donc sa mère, sa sœur et puis sa belle-sœur. Et on voit les manières différentes dont les femmes ont été affectées par l'incarcération de Daniel, ce qui rend compte de quelque chose que l'on sait bien en sociologie, c'est que certes, c'est essentiellement les hommes qui vont en prison, mais lorsque un homme va en prison, c'est surtout des femmes qui sont affectées parce que la solidarité est féminine, dans le sens que c'est ce que l'on
attend des femmes de soutenir les proches et donc lorsqu'on parle d'incarcération, on voit que c'est pour l'essentiel des femmes qui vont au parloir, des femmes qui envoient de l'argent aux prisonniers, qui sont chargées de tout le travail émotionnel de soutien à la personne qui est détenue. Et donc Rectify rend bien compte de cela, de la manière dont les familles sont affectées et aussi de la stigmatisation qui les touche, de qu'est-ce que cela veut dire d'être famille de prisonniers, famille d'un sortant de prison. Et puis, de fait, les ressources qui sont nécessaires aux personnes qui ont été incarcérées pour rétablir leur vie. On a avec Rectify et avec le personnage de Daniel, quelqu'un qui est plutôt bien doté socialement. On a affaire à la classe moyenne blanche états-unienne. Donc, c'est un ex-prisonnier qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la population carcérale, bien au contraire, mais on voit tout ce que cela exige en termes de ressources pour pouvoir reconstruire sa vie à la sortie de prison, tous les efforts que cela demande et le temps aussi que cela demande. Alors, là aussi, ça fait, la série Rectify fait écho à ce que l'on disait il y a quelques minutes, puisque on a avec Rectify une personne qui a été incarcérée et qui va s'avérer être innocent. Et on voit bien que il est et on voit bien qu'il est plus facile pour les productions de séries, les productions cinématographiques, de nous montrer des personnes qui ont été touchées injustement par le système carcéral pour susciter l'adhésion du public et de susciter un sentiment de scandale face au tort qui leur a été fait. Gwenola, on arrive au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les auditeurs et auditrices en conclusion autour de cette émission sur les prisons à travers les séries? Quelles sont les grandes thématiques qu'on peut retenir là-dessus par rapport aux séries qu'on a vues, Rectify, Le Prisonnier, Prison Break et d'autres que vous avez évoquées en introduction? Qu'est-ce qui ressort véritablement pour vous qui avez regardé ces séries-là avec votre regard de chercheur en sociologie? Je dirais que ces séries, même si on l'a dit, Prison Break est extrêmement réaliste et rend finalement assez bien compte de la réalité de ce qu'est la détention, en fait, ces séries n'offrent pas forcément un regard très critique sur ce qu'est la prison, ne rendent pas forcément compte de la prison et de l'incarcération comme un phénomène social. C'est le propre de ces productions de se centrer sur des individus. On a des séries qui nous montrent des personnages qui sont des personnages exceptionnels, que ce soit par leur capacité, leurs dons personnels, par la ténacité qu'ils ont à mettre en place un plan d'évasion. Et finalement, on peut dire que beaucoup de ces séries qui parlent de prison ou d'incarcération sont finalement plus de l'ordre de l'aventure individuelle, elles nous parlent peut-être plus souvent en fait de la prison comme une épreuve individuelle plutôt que de ce que cela fait à la société, ce que la prison fait à la société, ou si on se place dans le contexte nord-américain, ce que fait l'incarcération de masse à des communautés.
Gwenola Ricordo, merci pour cette émission. Vous avez apporté votre regard de chercheuse en sociologie très intéressant pour commencer d'ailleurs cette nouvelle saison d'Histoire en série. On aimerait en faire un peu plus souvent, donc on va essayer de trouver des sociologues, s'il y en a qui nous écoutent. Ça serait très intéressant aussi d'échanger avec vous. Alors aujourd'hui, on a évoqué cette thématique de la prison à travers les séries. Vous avez travaillé dessus, vous avez fait de nombreuses recherches, je l'ai dit en introduction. Je renvoie aussi les auditeurs et auditrices à notre site internet, à la page de l'émission d'aujourd'hui, où vous retrouverez bien sûr la présentation de Gwenola, sa bibliographie, et puis la bibliographie que Gwenola nous a donnée sur l'émission, qui est très intéressante et qui permettra d'approfondir toutes les thématiques qu'on a abordées et de, peut-être pour certains, découvrir certains auteurs sociologues qu'on a évoqués dans l'émission. Alors, l'émission, on la retrouve comme toujours sur notre site internet, bien sûr, histoireensérie.com, et puis on peut la réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet de notre partenaire nonfiction.fr. Gwenola, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire peut-être à bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clear such a beautiful place.